Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment aborder le conflit israélo-palestinien dans les salles de classe? Question à laquelle sont confrontés les professeurs d'histoire géo en 3e et en terminale. Le sujet peut aussi s'inviter en cours d'éducation civique et lorsque les élèves s'assimilent à un camp ou à un autre, en tout cas le sujet peut devenir totalement inflammable. Le ministère belge de l'enseignement a même mis en place une fiche pédagogique pour aider les enseignants. On va en parler avec notre invité du jour, Jérôme Fournier, qui est avec nous, professeur d'histoire géo et secrétaire national du SA-UNSA. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est toujours très difficile pour le corps enseignant justement de se positionner face à des sujets forts. Oui, en même temps, la question de Sud Radio est évidemment pertinente, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on se la pose. Je veux dire par là que si nous étions dans un monde de l'éducation normale, et notre secrétaire national l'a dit tout à l'heure en faisant cette réponse rapide, ce qui doit déterminer l'enseignement, c'est l'histoire qu'on a à raconter. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de conscience de la part des professeurs d'histoire et de géographie. Ils ont tout simplement le support historique et factuel du conflit israélo-palestinien et ils le racontent à leurs élèves. Alors reste que de plus en plus d'élèves, me semble-t-il, d'après ce qu'on dit, n'acceptent pas une relation objective de l'histoire. Et je me souviens de quelque chose qui m'a stupéfié. Un professeur avait dû avouer qu'il n'avait pas osé parler de l'extermination des Juifs en faisant un cours sur le nazisme. C'est comme si on éliminait le capital. Donc, c'est intéressant, j'attends tout à l'heure ce que dira le secrétaire national. Est-ce qu'il est compliqué aujourd'hui de se greffer tout simplement sur l'histoire telle qu'on la connaît? Pierre-Yves Martin. Moi, je pense que, déjà, pour rebondir, Philippe, il y a un sujet de mémoire. C'est que ce conflit est tellement vieux que chacun peut avoir des limites en termes de compréhension et de prise en compte des éléments factuels historiques. Le deuxième élément, c'est que on est plus, à mon avis, sur un besoin d'éléments de langage. Parce qu'il y a une sensibilité qui est accrue dans l'auditoire d'une classe scolaire et qu'il y a peut-être des mots qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut plus dire parce qu'ils risqueraient d'être mal interprétés ou de déclencher des réactions. Ou de heurter. Exactement. Et puis le dernier élément, et pardonnez-moi par avance pour ce sujet-là, c'est que, en fait, selon moi, le sujet, c'est pas comment restituer le conflit israélo-palestinien. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est l'expression d'un terrorisme sauvage. Et rien de plus, rien de moins, finalement. J'ai l'impression qu'on a déplacé cette escalade terroriste du Hamas vers une modalité de conflit entre Israël et Palestine. Mais le Hamas, c'est pas Palestine. Donc du coup, pour moi, c'est comme si on avait fait un peu un hors-sujet. Christophe Madrol. Moi, ce qui est hallucinant depuis 7 octobre, c'est qu'on me demande systématiquement partout où je vais de prendre position pour Israël ou pour Palestine, me remémorer l'histoire de ces pays, etc. On me demande d'avoir un avis sur quelque chose et je n'ai plus d'avis. Je suis d'origine juive, j'ai mes amis palestiniens, je sais ce qui se passe en Palestine et je sais ce qui se passe dans la bande de Gaza pour avoir été à moult reprises avec Bernard Kouchner, que ça soit en Cisjordanie ou en Palestine. Je connais la situation, mais j'ai pas envie d'avoir d'avis. Et quand on est prof, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, Philippe. On n'a pas à donner son avis politique sur une situation. On reste sur les faits. Les accords de 48, les accords de 67, les accords de Camp David. Et les enfants, les jeunes, feront leurs propres décisions. Et si, dans la classe, certains veulent avoir un avis, très bien, on est libre d'avoir un avis. Et bien cet avis, ils peuvent l'avoir à l'extérieur de l'école et pas en classe. Je suis assez dur quand je dis ça, mais je suis fasciné et un peu énervé aussi. Systématiquement, tous les soirs, où je vais boire un coup au bar du coin près de chez moi, on me demande mon avis sur le conflit israélo-palestinien. Mais tous les soirs, là, chez moi,
je connais la situation, ça me peine autant que vous, mais là, chez moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national du SEUNSA pour répondre à l'ensemble des vraies voix et qui va même peut-être proposer de boire un coup à Christophe Madrol au bar à côté de chez lui, tant il est sympathique. On vous écoute. Oui, non, mais les profs sont neutres politiquement, c'est leur rôle. Hein. On n'a pas le droit de donner notre avis politique. Donc, un prof d'histoire géo qui est interrogé, et pas seulement en troisième ou en terminale finalement, un prof d'histoire géo qui est interrogé par ses élèves, parce que eux, ils sont interpellés par l'actualité et ils ont envie de l'éclairage de leur prof pour se faire une opinion, et il est là pour les éclairer. Et effectivement, il y a des faits historiques, il y a la géopolitique qui permettent d'expliquer et aussi de prendre du recul. C'est notre rôle, à nous, profs d'histoire géo, c'est de prendre du recul par rapport à des opinions. Donc, c'est l'objectif du prof quand il répond à ces interpellations-là. Aujourd'hui, en termes d'actualité, en dehors de son cours, en fait. Mais Jérôme Fournier, j'imagine qu'en tant que professeur face à des élèves, il y a certains élèves qui vont argumenter, forcément. Le but aussi, c'est de fabriquer un peu de discernement à ces élèves. Difficile de ne pas sortir de son rôle, en fait, pour l'argumentation. C'est notre rôle, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais sauf que quand on fait un cours sur le Moyen-Âge ou sur la Rome antique, on voit pas on n'a pas la même perception des choses. Forcément, quand on fait de l'histoire contemporaine, de toute façon, ça a des répercussions sur le présent. Donc, et là, c'est le présent qui vient confronter l'histoire contemporaine. Mais c'est le quotidien du prof tout le temps, d'argumenter et de savoir créer un argumentaire chez les élèves. Après, les élèves, ils sont comme n'importe qui. Ils ont leurs opinions et ils se construisent aussi comme citoyens. Et donc, on ne va pas demander à des citoyens de ne pas penser. Mais nous, on est là pour les éclairer et leur permettre de penser. Et on ne choisira pas leur point de vue. Philippe, je voudrais poursuivre l'interrogation qui vient d'être formulée par Cécile de Ménibus. Est-ce que tout de même l'une des difficultés de l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas que précisément les classes, enfin au niveau de ce que vous enseignez, ne sont pas précisément fracturées par des convictions lorsqu'elles arrivent à l'école? Est-ce qu'au fond, on peut enseigner objectivement le conflit israélo-palestinien en sachant peut-être que dans la classe, des préjugés sont déjà installés? Et pour compléter, est-ce qu'on vous a envoyé du matériel pédagogique depuis le 7 octobre? Est-ce qu'on vous a... Quels sont les outils qu'on vous a transmis pour parler de ce conflit? Alors, si je commence par la dernière question, moi, dans mon académie, j'ai rien reçu de particulier. Habituellement, le ministère, en France, il envoie rarement des documents comme ça sur des sujets d'actualité dont on pourrait avoir besoin au quotidien. C'est plutôt les inspecteurs qui font ça. Moi, dans l'Académie de Montpellier, j'en ai eu par exemple au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les inspecteurs nous avaient envoyé des documents qu'on pouvait utiliser ou pas avec nos élèves. Donc là, moi, j'en ai pas eu. J'ai essayé de faire le tour un peu. J'ai pas le sentiment que ces documents aient été fournis dans d'autres académies, mais peut-être tout simplement parce que cette question-là de la naissance de l'État d'Israël en 48 et de son histoire, elle est inscrite pleinement dans les programmes, contrairement à la guerre en Ukraine qui n'en fait pas partie. Donc c'est peut-être pour ça, tout simplement, les inspecteurs considèrent probablement que les profs d'histoire géo sont à même, sont outillés déjà pour répondre à ces questions-là. Ouais, restez avec nous à 0826 300 300, direction la Haute-Garonne avec René. Bonsoir René. Bonsoir René. René ? René, vous êtes avec nous ? Oui, vous êtes bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Alors, je voudrais dire une chose très importante que le public ne sait pas. Bien avant qu'on recrute des professeurs sur le Bon Coin, il y a 15 ans déjà, la majorité des professeurs d'histoire, ce n'était pas le cas dans toutes les matières, mais la majorité des professeurs d'histoire, c'est-à-dire les 2/3, étaient des vacataires. C'est-à-dire des gens qui ont une licence et du piston auprès du rectorat. Et qui étaient très ignorants. Je vous donne un exemple. Alors, quand on a créé les cours d'histoire avec l'école, c'était pour créer des patriotes. Parce qu'en 1870, vous avez de mémoire 88%
des Aveyronnais qui ne sont pas allés au front, 91% des Lotois et 93% des Cantaliens. On ne pouvait pas mettre en tôle des populations entières. Donc on a créé des patriotes. Ensuite, le rôle de l'histoire, c'est-à-dire maintenant, depuis 1945 en gros, c'est de créer des citoyens. Et pour les citoyens, il y a une grande lumière qui est l'Athènes de Périclès. Or, dans un devoir commun, mes élèves ont perdu 5 points parce qu'une certaine Madame Comte, qui se faisait appeler Madame Cusonnier de son nom de jeune fille, et une Madame Beckworth, ont jugé que la démocratie athénienne ne valait rien parce que les femmes ne votaient pas. Ce qui est absurde, puisque si elles avaient voté, elles auraient voté comme leur mari à l'époque. Bon, mais enfin, c'est pour vous dire le niveau. Autre chose, une personne qui maintenant est vieille, certainement, mais quand j'avais moi un peu moins de 40 ans, cette personne qui devait avoir 4 ou 5 ans de plus que moi, qui a donc dû suivre le même enseignement que moi à l'école primaire, à savoir la Révolution française tous les ans, a été catastrophée parce que tout d'un coup, en seconde, il y avait la Révolution française au programme. Elle demandait, tu connais toi la Révolution française? Elle y connaissait rien. Mais moi, si on me donnait un sujet nouveau, c'est arrivé une fois en seconde, ça m'aurait passionné. L'histoire m'a passionné. J'ai été prof d'histoire, j'ai fait des études d'histoire par passion. Oui, mais et il y a des gens qui font des études d'histoire parce qu'ils sont nuls en anglais et nuls en maths. René, ce que vous voulez dire, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que certains professeurs ne sont pas aptes forcément à traiter de l'histoire. C'est ça que vous voulez dire? Tous les vacataires sont totalement ignorants en histoire. Allez, vous restez avec nous, ça sonne. C'est-à-dire les 2/3. Et alors, par exemple, pour reprendre le sujet, bon, moi, les conflits en Asie, puisqu'Israël, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, tout ça, c'est en Asie. Les conflits en Asie me passionnent pas. Mais ce qui m'énerve, c'est les erreurs historiques ou alors les monstruosités. Du genre, il n'y a eu que 500 morts le 7 octobre, alors que de toute façon, ce qui est scandaleux, c'est que le but des assassins était de tuer 6 millions de juifs s'ils avaient pu. Donc, c'est pas le nombre qui est important là-dedans. C'est la volonté de 500. On est à plus de 1000. Allez, restez avec nous, René, 0826 300 300. Simon est avec nous aussi pour réagir. Simon, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Bon, mais il faut quand même partir d'un principe que l'éducation nationale devrait justement, par rapport à ces événements, évoluer et peut-être se moderniser, comme les Belges, fournir des éléments de langage pour peut-être aider certains professeurs, comme ça a été dit précédemment, un tout petit peu déficients, si je peux me permettre le terme. Et d'autre part, éviter aussi, conserver absolument une connaissance historique de la création d'Israël et des événements qui en ont découlé, et donner ces éléments-là de manière très objective et non pas idéologique, comme certains professeurs ont la fâcheuse habitude d'avoir sur des événements aussi marquants. Donc, pour permettre aux élèves au moins d'avoir les bases de connaissances, peut-être réviser un positionnement qui a été inculqué par des influences, que ça soit culturelles ou familiales, et peut-être les deux à la fois, et leur permettre peut-être d'avoir une vision peut-être un tout petit peu plus réaliste des événements. Jérôme Fournier, est-ce que vous auriez, vous, parce qu'on se rend compte, que de plus en plus d'élèves sont interventionnistes et arrivent effectivement avec leur idéologie et c'est pas toujours évident. Est-ce que vous auriez aimé avoir justement de l'éducation nationale, peut-être un petit document pour vous aider? Un référentiel, comme on dit. Oui, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable et qui pourrait servir? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par votre auditeur tout à l'heure. Il n'y a pas 2/3 de vacataires dans l'éducation nationale. Dans le second degré, c'est 8%, et il n'y en a jamais eu autant aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc c'est pas vrai. Et quand on affirme des choses comme ça, il vaut mieux arriver avec des preuves, et là, pour le coup, c'est le cas. Alors pour répondre à votre question, je ne sais pas si... moi, je n'estime pas avoir besoin d'éléments de langage de la part du gouvernement. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir si le prof d'histoire, aujourd'hui, il devait s'en tenir à la position du gouvernement sur cette question-là. Je vous ai dit que non, parce que moi, je pense que c'est un regard historique et géopolitique qu'il faut avoir. Mais là, si on a la prose du gouvernement, on pourrait ensuite nous accuser d'être les porte-parole de la position du gouvernement, alors que notre rôle, c'est de l'utiliser, cette position du gouvernement, et peut-être aussi utiliser la position des contestataires pour que nos élèves comprennent pourquoi les uns disent ça, les autres disent peut-être le contraire, n'ont pas la même position. C'est notre quotidien. Donc,
moi, je ne crois pas que les profs aujourd'hui aient besoin de d'être soutenus en tout cas de cette façon-là. Celle en Belgique, elle est quand même assez décriée de ce que j'ai vu. Oui. Alors moi, j'ai pas réussi à la voir parce que je l'ai pas trouvée en accès libre, mais elle est assez décriée. Donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement dedans, mais non, c'est pas forcément utile. Et puis les profs, même quand ils n'ont pas eu le concours et qu'ils sont contractuels, ils ont tous une formation d'histoire ou de géographie quand ils deviennent profs d'histoire géo. Attendez, juste une réponse très rapide. Je vous parlais pas de ça. Je vous parlais qu'à un moment donné, les élèves qui sont en classe vivent un traumatisme vis-à-vis de la situation que les médias relaient. Comment l'enseignant prend ça en charge? Je ne vous parle pas d'un programme. Je vous parle à un moment donné de cette question-là. Quand il y a eu les assassinats du prof d'Arras ou Samuel Paty, beaucoup de nos collègues éducateurs ou profs ont demandé un soutien, une supervision psychologique pour apprendre et approcher les élèves différemment. Oui, c'est ça, la pédagogie. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Vous voulez juste répondre très rapidement, Jérôme Fournier? Très court. Oui, enfin très court, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut arriver justement à les faire sortir de leurs émotions et de leur opinion. Oui. Et c'est à ça que sert notre discipline en fait. Alors on y arrive ou on n'y arrive pas, mais au moins il faut fixer cet objectif. Merci mille fois Jérôme Fournier. Merci, c'était parfait. Vous êtes un très bon prof. Merci beaucoup Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national de SE UNSA. Merci beaucoup.